Puis les jeux, au final, on est en train de nous dire, préparez-vous, ça va être quelque chose. C'est une déferlante, hein, vous voyez, qui va arriver. On a quelques chiffres intéressants qui vont arriver. C'est 206 pays étrangers qui vont arriver sur le sol français. 206 pays qu'il faut accueillir, qu'il faut accompagner, qu'il faut héberger, pour lesquels il faut développer des lieux d'entraînement, parce que évidemment, il va falloir un temps d'acclimatation et d'accommodation des sportifs pour réussir leur performance. C'est des milliers d'heures de diffusion, donc des caméras partout, des restrictions de déplacement, et puis environ, évidemment, des milliers d'athlètes, puisque parité, même nombre d'athlètes féminins que d'athlètes masculins. Donc vous voyez toutes ces ambitions qui sont juste derrière moi, sont des ambitions qui engagent la France dans deux quinzaines, puisqu'on a les Jeux Olympiques dernière semaine de juillet, première semaine d'août, et pour les Jeux Paralympiques dernière semaine d'août, première semaine de septembre, qui va engager l'État dans une restructuration de son organisation locale et territoriale complexe, puisque nous avons fait le choix d'avoir des Jeux du point de vue économique à faible impact, et donc nous allons réexploiter l'existant en faisant valoir notre patrimoine culturel, en exploitant le Grand Palais, la place de la Concorde, vous le savez, vous avez vu où se situaient les sites. Donc en fait, on a une empreinte des Jeux sur le quotidien de chacun. Et si on s'amusait à demander à Paris, est-ce qu'on est content d'avoir les Jeux? Vous connaissez les sondages, vous avez eu comme moi dans le Parisien, donc on n'est pas toujours content d'accueillir les Jeux. Donc ce qui doit être une fête populaire, au final, on se rend compte dès le début que ça va soulever quelques tensions. Par contre, il y a des enjeux intéressants sur les populations qui sont les plus éloignées des pratiques sportives d'ailleurs, dans la grande pauvreté. On sait que l'implantation forte et volontariste quelque part, qui a été le choix de Tony Estanguet, que d'aller exploiter le 93 autour du Stade de France, de renvoyer une meilleure image de la Seine-Saint-Denis, a été un des objectifs aussi prioritaires. De valoriser Marseille à travers les épreuves de voile, ce ne sont pas des choix anodins. De dire que la France rayonne par son implantation internationale en allant faire le surf à Tahiti, tout ça, ce ne sont pas des choix anodins, ce n'est pas que des éléments techniques qu'on pourrait regarder du point de vue de la taille de la vague, etc. Certes, ça rentre en ligne de compte, mais il y avait d'autres objectifs qui sont des objectifs quelque part sociétaux pour que les Jeux soient au service de la société qui les accueille. Et aujourd'hui, pour Tony Estanguet, c'était clair que l'ambition, c'était que la France ressorte grandie de cette période olympique et paralympique. Donc il y a toute cette ambition-là, et c'est pour ça que bien qu'on appelle ça les Jeux de Paris 2024, et c'est là où on aura la majeure partie des sites, parce que c'est quand même compliqué d'organiser la sécurité partout en France, vous voyez bien que les villes comme Lille, Châteauroux, Paris, etc., Marseille seront touchées, évidemment. Je disais Tahiti à l'instant. Donc on est même allé à Châteauroux, dans les territoires éducatifs ruraux, parce qu'on est plutôt là-bas, et avec le pas de tir qui va être installé là-bas, donc une épreuve olympique et paralympique qui va se dérouler dans le centre de la France. Voilà, donc l'idée c'était aussi d'avoir cette résonance et de dire que bien que ça s'appelle Paris 2024, parce que c'est l'obligation d'une candidature que de présenter une ville haute, derrière c'était les Jeux de la France qui devaient rayonner. Derrière, l'ambition de travail avec l'État s'est déclinée à travers différents programmes. Je vous ai mis dans la loupe deux programmes sur la partie gauche de la diapositive. Vous avez le label Génération 2024 et le label Terre de Jeux. Le premier label Génération 2024, c'est véritablement ce label en direction de la jeunesse et au sein du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, qui va permettre d'engager tous les acteurs de l'école dans un projet de construction d'une éducation par le sport, et d'une éducation qui passe non seulement par le sport, mais aussi par la culture sportive et la culture olympique. Et le deuxième Terre de Jeux, c'est plutôt une animation territoriale qui dit que de toute façon l'école ne peut pas se passer des collectivités territoriales, puisque vous connaissez nos lois de déconcentration et de décentralisation qui ont fait qu'on a fait des rattachements, avec des responsabilités communales pour l'école, départementales pour les collèges et régionales pour les lycées. Et donc il y avait cette ambition de jamais dissocier au final ceux qui organisent quelque part le sport en France et ceux qui organisent la place de l'école en France. Donc quand vous regardez ça de manière isolée, vous pouvez vous dire mais à quoi ça sert, c'est concurrentiel, etc. Or, il y a quand même une stratégie qui est fondée sur une réflexion mûrie et très travaillée
pour que véritablement il n'y ait jamais de mise en concurrence des acteurs publics sur les missions qui leur incombent. Et surtout sur les délégations de services publics. Et derrière, on ne peut pas faire les jeux sans penser après les jeux. Et donc, il y a un fonds dédié qui a été isolé, lui, sur Impact 2024 et qui, lui, est tout simplement un label d'innovation qui va venir dans le champ du sport ou de l'éducation par le sport, où des associations, enfin des candidats, on va dire, quels qu'ils soient, vont venir proposer des projets à Paris 2024 pour être labellisés Impact 2024 et au final peut-être décider de ce que sera le sport demain à travers l'enrichissement qu'il portera. Ensuite, pour engager la population, vous avez vu que les Jeux ont aussi drainé des grands événements, parce que pour accueillir cet événement planétaire, il faut préparer aussi le terrain. Et préparer le terrain, ça se fait à travers des grands événements qui vont fédérer la population. Et vous avez vu apparaître 2 journées phares. Une existait hier, c'était le 23 juin, c'était la journée olympique, elle existe depuis des centaines d'années. Et c'est greffé à cela, puisque les Jeux paralympiques prenant de plus en plus de place, la première journée paralympique l'année dernière, et on aura la 2e édition cette année. Et dans un temps scolaire, on a vu apparaître une semaine olympique et paralympique qui a permis de développer des enjeux thématiques. Voilà. Et donc de faire réfléchir l'ensemble de la profession que sont les enseignants, y compris les chefs d'établissement, les personnes d'encadrement et de direction, ont eu à réfléchir sur des thématiques. Par exemple, on était encore l'année dernière sur la thématique de l'inclusion, qui était dans la dynamique de l'école inclusive. Et si vous regardez un peu les thématiques, elles n'ont jamais été dissociées des moments que traversait la France au travers de l'éducation et des problèmes qu'elle rencontrait. Quand on a travaillé sur la paix, c'est pas pour rien. Vous voyez, donc les thématiques étaient très liées aussi aux ambiances des années qui ont malheureusement aussi accompagné cette Olympiade avec la crise sanitaire qu'on a traversée, quoi. Donc ça, vous ne pouvez pas l'ignorer. Et donc ça, c'est du côté du COJO, et l'État fait son propre investissement. L'État, lui, dit les Jeux Olympiques arrivent en France, il nous appartient de dire, nous, État, ce que nous attendons des Jeux Olympiques. Et donc, quel sera l'impact pour l'action publique des Jeux Olympiques? Et pour cela, il y a eu un premier livret de 170 mesures qui a été édité. On a fait une évaluation intermédiaire de ces 170 mesures il y a 1 an et demi maintenant. Et dans l'évaluation, 14 mesures ont été rajoutées. Donc on a basculé sur 184 mesures. Les 184 mesures ne sont pas à finalité immédiate. Elles peuvent être à finalité différée et être même à horizon 2030 aujourd'hui. Mais dans tous les cas, on utilisera le sport. Ce qu'on nous dit à travers cela, c'est que l'État va utiliser le sport comme un marqueur d'un changement et d'une amorce de changement sur tous les secteurs de l'action publique. Et ça va de l'économie au budget, en passant par l'accompagnement de l'entreprise, le sport en entreprise, le médical, la santé, l'éducation et la formation, l'emploi. Tous les ministères ont été concernés par au moins 1 ou 2 mesures. Donc tous les ministères sont concernés par cette ambition-là, et vous verrez que pour nous d'ailleurs ça a été plutôt intéressant, puisqu'on a fait des choses qui sont, de mon point de vue, plutôt riches. Et derrière, on ne peut pas engager la population sans la récompenser quelque part. Et donc l'État a fait un investissement massif, puisque l'État a investi 11 millions d'euros sur l'achat de places pour les Jeux Olympiques à destination des agents publics, donc des ministères. Et pour nous, le choix a été fait de mettre ces places sur les jeunes, donc sur les enfants. Voilà, donc nous avons le plus gros volume de places, puisque encore une fois, si vous voyez, si je reviens au début, rappelez-vous, l'impact sur la jeunesse, mais mieux comprendre et mieux lire les jeux pour les jeunes pour pas qu'on retombe dans le fait de dire que c'est un spectacle sportif et uniquement un spectacle sportif, mais il faut essayer de le dépasser. Et donc l'idée, c'est d'emmener 192 400 élèves aux Jeux paralympiques. Voilà. Et donc ça correspond à des groupes de 30 élèves et 4 enseignants, et tout ça a été financé par un budget d'État, voilà, où les familles n'auront pas à investir sur les Jeux Olympiques. Mais si je vous fais le parallèle que je vous faisais à l'instant, la collectivité territoriale n'est pas exempte de l'événement, puisque
dans tous aux Jeux, pour pouvoir aller aux Jeux, pour tous les territoires, il va falloir se déplacer. Puisque l'ambition des services de la Première ministre a été de dire il y aura au moins 500 billets par département. Ça veut dire qu'on habite en Creuse ou qu'on habite en Seine-Saint-Denis, on ira aux Jeux Olympiques. On doit pouvoir aller aux Jeux Olympiques, en l'occurrence aux Jeux Paralympiques. Voilà, donc vous voyez que donc, au final, l'investissement d'État, c'est un peu plus de 400 000 billets et qui vont aller chez tous les publics, y compris des publics pour lesquels on ne penserait pas les emmener aux Jeux, que sont les enfants qui sont dans les IME aujourd'hui, dans les ESMS, etc., etc. Voilà. Y compris des gamins qui sont aujourd'hui dans des modes d'incarcération aménagés. Voilà. Tous ces gamins-là vont être concernés pour faire en sorte que démontrer que le sport peut apporter beaucoup plus que juste un spectacle sportif. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour l'éducation? Pour pouvoir organiser tout cela, très vite, pour répondre aux deux ambitions, il y a eu la désignation d'un monsieur qui s'appelle Michel Cadot, qui était le préfet d'Île-de-France, je ne sais pas si vous l'avez connu à ce moment-là, qui était le préfet d'Île-de-France et qui est devenu le délégué interministériel aux Jeux Olympiques et Paralympiques, placé directement sous l'autorité de la Première ministre, et donc il a la délégation de l'ensemble des ministères, puisqu'il a la parole de la Première ministre, pour dire ce que nous allons faire sur les Jeux. Des délégués ministériels et des référents ministériels ont été installés dans les ministères. Pour quelle différence entre délégué et référent? Je suis moi un référent ministériel, pourquoi? Parce que je suis un inspecteur général en mission d'appui, et donc je n'ai pas de délégation de signature du ministre de l'Éducation nationale, et en plus je suis sur 2 ministères. Et puis certains ont une délégation de signature sur cet objet-là, parce que ce n'est pas un objet qui est très présent, je dirais, dans le ministère de tutelle. On peut penser à mon collègue Cédric Roussel, qui est délégué ministériel au ministère de l'économie et des finances. Voilà, bon, la question des Jeux, c'est une question tellement singulière qu'il a une délégation et il opère après avoir négocié dans sa lettre de mission avec le ministre ce qu'il allait faire. Voilà, derrière la construction des labels dont j'ai déjà parlé, des accords partenariaux entre une société privée quelque part qui s'appelle le comité d'organisation, qui est un GIP, hein, donc un groupement d'intérêt public et privé. Et donc dans ce GIP, on fait une convention avec le ministère de l'Éducation nationale pour pouvoir opérer ensemble des actions en direction de la jeunesse. On définit des chartes de communication pour s'autoriser mutuellement à utiliser des logos, etc. etc. Donc ça, c'est bien compliqué. Et moi, je reçois d'abord du délégué, puisque je suis le deuxième, hein, je succède à Thierry Terré. On reçoit une cible, c'est que 20% des établissements scolaires seront labellisés Génération 2024 au moment de livrer les Jeux en juin 2024. Voilà, donc la cible, elle est dépassée, hein, donc on n'a pas trop d'inquiétude de ce côté-là. Mais donc vous voyez à peu près, quand l'État se fixe une cible, ce n'est pas 100% des établissements scolaires, parce qu'on sait pertinemment qu'on aura du mal à fédérer sur tout le monde. Donc ça, c'est le temps de la production et du cadrage institutionnel. C'est une obligation chez nous, quelles que soient les activités qu'on voudra faire. Demain, si on devait installer un projet, il y aura ce cadrage institutionnel qui est à faire, qui passe par du conventionnement. Ensuite, il a le temps de l'impulsion et de l'animation nationale. Donc moi, j'ai le privilège, parce que pour moi, je ne perçois pas ça comme une charge, j'ai le privilège de pouvoir animer un réseau de référents territoriaux qui sont majoritairement des inspecteurs d'académie, inspecteurs pédagogiques régionaux en EPS, qui ont cette mission-là d'être référents Génération 2024 dans les territoires et qui, eux, ont la charge d'animer le territoire à partir des éléments d'information ou de diffusion que nous pouvons leur procurer au niveau national. Ils sont regroupés une fois par an. Et avec eux, on essaie de définir, à travers le plan héritage, véritablement quelles seront nos thématiques de travail. Voilà, on travaille dans une mobilisation de l'école à l'université. Ça veut dire que j'ai aussi un collègue, référent ministériel à l'enseignement supérieur, pour avoir cette continuité de l'écolier à l'étudiant. Enfin, on arrive dans cette année que vous vivez, et au final, ce que je suis en train de faire avec vous, c'est que je suis en train de travailler à la célébration et à la valorisation de ce qu'aura fait l'État sur les Jeux Olympiques et Paralympiques, pour démontrer qu'au final, l'ambition de l'État n'est pas juste d'accueillir un spectacle et de faire payer les gens, mais bien de considérer qu'à travers les Jeux Olympiques, on peut transformer la société, donner du plaisir à voir, donner du plaisir à vivre. Et donc c'est ce qu'on est en train de faire à travers notre activité. Néanmoins, là je vous remets du côté de l'inspection générale. Quand l'inspection générale, les Jeux n'arrivent pas comme, pour vous montrer que les Jeux n'arrivent pas comme ça, et que les décisions qui sont prises
elles ne sont pas le fruit juste d'une impulsion politique et d'une décision. Et ce sont pas moins de 17 rapports d'inspection générale qui ont été faits sur la période, sur l'Olympiade pour l'instant. Il y en a d'autres à venir. Mais on en a 17, dont 5 qui concernaient directement l'impact des Jeux sur l'école. Donc vous les voyez là. Et vous voyez bien que le dernier, pour aller dans la dernière colonne à droite, le dernier portait justement sur une mesure qui a été généralisée par le président de la République sur les 30 minutes d'APQ, j'y reviendrai tout à l'heure, d'activité physique quotidienne, dans le cadre des établissements de santé médico-sociaux. Donc vous voyez que la perspective de transformer la société, elle est toujours présente à l'esprit des politiques, et c'est eux qui commandent quelque part ces rapports, parce que certains sont des rapports de l'IG, et certains rapports sont des rapports parlementaires pour laquelle l'IG est convoqué pour aider à l'analyse, à l'évaluation et à la rédaction. Donc vous voyez que, encore une fois, il y a toute une face cachée des Jeux Olympiques qui n'est pas rendue publique, ce qui est normal, puisque c'est la notion de service public. Vous devez voir le résultat, vous ne voyez pas le travail. C'est le travail de l'ombre. Alors qu'est-ce qu'on a été amené à travailler? Si je reprends un peu les éléments des rapports, on nous dit quoi? À travers les Jeux, si on doit transformer la société, on va aller la chercher sur des éléments très saillants. C'est dire continuité éducative. C'est quoi la continuité éducative d'un point de vue de l'État? C'est comment le sport à l'école, dans le cadre de ces diverses formes variées que ce qui est l'éducation physique et sportive obligatoire, qui est l'animation d'une association sportive au sein d'un établissement scolaire ou du premier degré ou du second degré, donc de manière volontaire ou de manière professionnelle dans le cadre de sa mission, et la naissance derrière des bureaux des élèves, mais aussi de la vie sportive à l'université, va être questionnée d'une part, mais aussi existe-t-il des liens réels entre ce qui se passe dans l'école et ce qui se passe dans le club? Y a-t-il une continuité éducative? Portons-nous les mêmes enjeux? Portons-nous les mêmes intérêts? Pour cela, pour pouvoir y répondre, vous allez voir, on va en reparler tout à l'heure, mais pléthore de dispositifs ont essayé de faire du lien entre le club et l'école. J'y reviendrai de manière plus détaillée. Il y a l'aménagement des parcours académiques des sportifs de haut niveau. Et vous le verrez, je le redirai, mais on a été jusqu'à légiférer sur ce sujet-là. C'était attendu depuis, 60 ans, par le mouvement sportif. Et là, c'est arrivé. Les questions de santé et bien-être sont naturellement revenues à la surface avec la pandémie de la Covid et sont devenues des questions saillantes. C'est-à-dire qu'on est parti de « on était malade » avec la Covid à « on était malade parce que on n'était pas préparé à recevoir une maladie de ce type-là, parce que notre état physique et mental était dégradé. » Donc, les questions de bien-être, d'ailleurs sur tous les points de vue, bien-être mental mais bien-être physique, ont été questionnées, et d'ailleurs des rapports ont été produits. La question des valeurs, le temps des émeutes, si vous regardez l'actualité, notre actualité sociale, pendant cette période olympique, on va se rappeler qu'on a eu les gilets jaunes au début, et puis tout récemment, on avait des émeutes encore dans la rue. Donc la question des valeurs républicaines a été aussi un enjeu fort. Et là, le sport, on se dit que c'est un levier indéniable. C'est la première fois que l'État investit autant d'argent sur un programme de recherche. Donc convoque l'université pour travailler à une réflexion autour de comment mieux faire de la performance sportive. Moi, de mon vécu dans ce milieu-là, même Laurent, je pense de notre vécu, honnêtement, je n'avais jamais vu autant d'argent investi. C'est plus de 170 millions d'euros qui ont été investis sur ces projets d'améliorer la performance par un travail. Au final, le travail fin qu'avait fait, si vous vous en souvenez, un monsieur qui s'appelle Claude Fauquet, qui était le DTN de la natation sur la génération Laure Manodou, etc. On n'a jamais autant gagné de médailles en natation qu'à cette époque-là, parce que lui, justement, il avait cette approche scientifique de la performance sportive. Mais il faut se préparer aussi à l'ouverture internationale. Et je vous renvoie à notre ami Alain Mimoun. Very good, Johnny. C'est que ça doit être bon. Vous voyez notre niveau d'anglais au niveau international, quoi. C'est un peu ça. C'est-à-dire on va accueillir le monde, mais au final, quand on regarde notre niveau d'oralité en langue vivante étrangère, on est quand même un des pays les plus faibles d'Europe sur ces questions-là. Alors qu'on a des pédagogies qui sont plutôt pas mal. Mais
on est nombreux dans les classes et donc parler, c'est pas évident. Donc ça questionne aussi toutes ces organisations des apprentissages, vous verrez, dans l'école. Enfin, c'est une occasion unique que de questionner la culture sportive et la culture olympique. Il y avait beaucoup de choses qui étaient écrites, mais qui restaient, je dirais, dans le stock au magasin, c'est-à-dire derrière. Et là, on a une opportunité unique, c'est-à-dire que tout ce qui s'écrit sur le sport ou les réflexions sur l'éducation physique, les bouquins de nos collègues sur l'histoire politique de l'EPS, voilà, la réédition de Jacques Gleist tout récemment de son archéologie de l'EPS, sont des bouquins qui sont tout de suite dans la vitrine, alors que hier, potentiellement, une réédition d'un bouquin qui était juste remis à jour serait potentiellement passé inaperçu. Mais tout ça est dans la vitrine et c'est plutôt intéressant pour nous, donc il faut pouvoir en profiter. Et donc ces éléments culturels, on va essayer de surfer dessus. La question de l'inclusion sportive est essentielle. Pour la discipline, elle est d'actualité avec le PS adapté de longue date. Pour autant, on est questionné aujourd'hui sur la place des parasports. Et si demain on accueillait un parasportif à l'école, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Et si en plus c'est un parasportif de haut niveau, comment on aménage? Du côté des besoins particuliers à ESH ou du côté du sportif de haut niveau? Vous voyez, toutes ces questions-là sont des questions d'actualité, des questions vives auxquelles il faudra trouver des réponses. Voilà, et puis peut-être la dernière loupe que je souhaitais faire, peut-être c'est sur la question de formation, emploi et insertion. On a bousculé, je dirais que le champ de l'éducation, pour une fois, a bousculé le champ du sport, puisqu'on est allé décider par nous-mêmes d'aller proposer des formations gratuites qui vont permettre des biqualifications dans le champ des métiers du sport. Et ça, je peux vous dire que ça a bousculé. Et notre collègue IG honoraire Bernard André a essuyé aussi parfois à jouer les pitching balls comme je le fais aujourd'hui.